3% de farines animales seraient tolérées dans l'alimentation destinée aux bovins malgré l'interdiction depuis 10 ans des farines animales. Verdict dans le procès de cet homme accusé de tourisme sexuel, 7 ans de réclusion, ainsi en a décidé la Cour d'assises de Paris. C'est moins que la peine réclamée par l'avocat général. Au Proche-Orient, Israël décide une pause dans le processus de paix après les nouveaux affrontements qui se sont produits dans les territoires aujourd'hui. Musique avec la virtuosité du chanteur, guitariste et compositeur de Dire Straits, séparé du groupe désormais. Il nous propose un nouvel album en solo. Dans l'affaire de la vache folle, 2 informations aujourd'hui qui suscitent un certain trouble. D'abord en France, cette révélation de nos confrères de Libération concernant les farines animales, interdites depuis 10 ans pour les bovins. Il semblerait pourtant qu'un seuil de tolérance soit admis dans l'alimentation de ces animaux, même s'il ne s'agit que d'un taux infime. Nous ne sommes pas à la précaution zéro. Ce soir, l'affaire suscite diverses réactions, y compris politiques, à commencer par les Verts qui exigent la saisine de l'Agence française de sécurité sanitaire. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Sous le microscope, les techniciens traquent la présence du moindre petit bout d'os. Car la loi est formelle, il ne peut y avoir de farine de viande dans les aliments destinés aux bovins. Pourtant, la Commission de Bruxelles tolère la présence de 0,5% de viande, une valeur ramenée à 0,3% par la France. Une tolérance qui s'explique par une réalité économique. Actuellement, certaines usines fabriquent encore de différents types d'aliments, dont certains contiennent des farines, et il y a donc des risques de contamination. C'est pour ça, sans doute, que Bruxelles a toléré 0,5%. En 1999, sur 400 échantillons contrôlés au laboratoire de Rennes, 6 étaient positifs. Cette année, on prévoit 1000 contrôles et pour l'heure, aucun n'a dépassé le seuil fatidique. Des résultats qui se veulent rassurants, mais il reste une inconnue. Les lots contenant entre 0 et 0,3% de farine de viande sont-ils susceptibles de transmettre la maladie? Le danger existait vraisemblablement avant 1996 dans la mesure où il y avait encore des farines à risque, c'est-à-dire des farines incluant des cadavres, des saisies d'abattoirs qui pouvaient donner à des porcs et des volailles. Depuis 1996, ce risque n'existe plus en France puisqu'on les considère comme des farines à haut risque qui doivent être éliminées. Bernard Morel, lui, n'a pas attendu ces révélations pour arrêter l'achat d'aliments. Par sécurité, cet éleveur de la région de Rennes nourrit ses bêtes avec des graines de lupin, du maïs et du foin. Alors, l'existence d'une telle tolérance le conforte dans ses choix. On abat systématiquement le troupeau d'un éleveur là où il y a un cas de vache folle. Et puis, lorsqu'il s'agit d'industrie agroalimentaire, là, on tolère une erreur. Donc, il y a 2 poids 2 mesures et je crois que c'est à dénoncer et c'est inadmissible, quoi. Alors Bernard Morel n'y va pas par 4 chemins. Pour renforcer la sécurité de la filière, il faut interdire l'usage des farines pour l'alimentation de tous les animaux. Cette fois au moins, il n'y aura plus de doute possible. Et pour sa part, la Direction générale de la concurrence, dans un communiqué, affirme que le taux de 0,3% admis correspond à une marge d'erreur dans les méthodes de prélèvement et d'analyse. En Grande-Bretagne maintenant, et par souci de précaution, le gouvernement a décidé de retirer un vaccin anti-poliomyélite distribué depuis des années à des centaines de milliers de personnes, enfants et adultes. Ce vaccin, qui aurait été fabriqué avec notamment certains tissus bovins, n'a pas été commercialisé en France. Reste néanmoins l'extrême embarras des autorités britanniques et l'impact que devra avoir une telle décision. Laurent Boussier. Voici donc l'usine dans laquelle était fabriqué, il y a quelques semaines encore, le vaccin que le gouvernement britannique vient de retirer du marché. Un retrait qui illustre une fois de plus en Angleterre l'insuffisance des mesures de prévention contre la maladie de la vache folle et sa propagation chez l'homme. Ce vaccin anti-polio était fabriqué depuis des années, avec des tissus bovins susceptibles d'être infectés par la maladie de la vache folle. Malgré une réglementation européenne qui interdit depuis plus d'1 an l'utilisation de ces tissus bovins, la société Medeva a continué sa production. Plus d'1 million de doses données à des centaines de milliers de personnes, en majorité des enfants. Si on fait vacciner les enfants, ce n'est pas pour leur faire prendre des risques. Et ils ont aussi menti, ce qui est scandaleux. Je suis vraiment en colère. C'est un souci de plus. Une affaire dont se serait bien passé le gouvernement, qui, incapable ce soir d'expliquer les raisons de cette erreur, insiste sur le peu de risques encourus par les personnes vaccinées.
Les tissus animaux ne représentent qu'une infime part dans la composition du vaccin et en plus, selon les scientifiques, ils ne font pas partie des éléments actifs de la vaccination. Les vaccins de cette marque vont donc être détruits et cet après-midi, on apprenait que le gouvernement irlandais, suivant le même principe de précaution, retirait lui aussi ce vaccin de la vente. Une large page judiciaire avec d'abord la suite du procès des frères Jourdain devant la cour d'assises du Pas-de-Calais aujourd'hui. Le témoignage poignant des familles des victimes. À la barre, l'appel des mères des adolescentes massacrées exhortant les frères Jourdain à leur dire enfin la vérité. Valérie Hermite, José Boulestex. Digne et courageuse jusqu'au bout. À la barre, les mères des 4 victimes ont raconté leur calvaire. La thèse de la fugue à laquelle elles n'ont jamais cru. La police qui au départ ne les prend pas au sérieux. Jusqu'à ce vendredi où la radio leur apprend que des corbillards arrivent sur la plage Saint-Gabriel. Je savais que c'était pas une fugue parce que c'était pas... Bon, comme il y avait l'histoire du trou à ce moment-là, j'ai cru qu'on les avait enlevés pour faire la traite des blanches et tout ça, mais bon, j'aurais jamais pensé à une horreur pareille. 5 jours qu'elles entendent de la bouche des experts et des légistes les atrocités vécues par leurs 2 filles respectives. Pourtant, il n'y a pas de haine lorsque Madame Lamotte s'approche de la barre. C'était leur premier carnaval, dit-elle d'une petite voix. Elles étaient si heureuses. Mais on a pris leur vie, on a brisé la mienne. Elles étaient mon dernier rayon de soleil. Avant de s'adresser pour la première fois aux 2 frères Jourdain. Je leur ai demandé d'être courageux parce que j'estime que c'est un manque de courage que de nier comme ils nient, de se retirer derrière des mensonges, derrière... apparemment, il n'y a qu'il est tout ces gens-là. Vous voyez bien que même devant nous, devant nos pleurs, devant nos paroles, ils ne craquent pas. Car la supplique des mères n'y changera rien. Dans le box, les 2 frères Jourdain campent invariablement sur leur position. Pressé par le président puis par l'avocat général de dire enfin la vérité par égard pour les familles, Jean-Michel Jourdain se lève. J'ai très bien compris ce qu'elles ressentent, dit-il, mais je n'ai rien à voir là-dedans car moi, je n'ai rien fait. Un long murmure d'indignation parcourt alors la salle des assises. On évoquait un procès pour l'exemple. C'est en tout cas la première fois qu'un homme poursuivi pour tourisme sexuel est jugé en France. En fin de journée, au terme de 2 jours d'audience, la cour d'assises de Paris l'a condamné à 7 ans de prison, une peine inférieure à celle demandée par l'avocat général. Yasmina Farber, Cyril Paquet. On ne va pas régler le problème du tourisme sexuel devant cette cour d'assises, avait plaidé maître Rosenbaum. L'avocat n'excuse en rien son client, mais estime que les 7 ans de prison ne sont pas une solution. Une peine d'emprisonnement prononcée contre un accusé qui est en liberté depuis bientôt 3 ans, qui a fait le travail que tout le monde a pu noter, qui a donc fait de très très gros efforts. Cette peine n'a absolument aucun sens dans un cadre thérapeutique. Amon Chemouille, 48 ans, s'est longuement repenti devant sa victime, a souligné son côté ordurier. Le poids des mots face au choc des images. Les jurés ont visionné la cassette vidéo des ébats de l'accusé avec la petite Thaïlandaise. Il a fait un bout de chemin. Son repentir et son remords lui a servi. Mais, encore une fois, le choc émotionnel causé par ces images était à bien des égards quasiment impossible à remonter. L'avocat général avait requis une peine de 10 ans de prison. Elle avait demandé aux jurés d'entendre le cri des associations de protection des enfants. La justice a posé un jalon. Il y a maintenant du danger pour les criminels qui mettent les enfants en danger. La jeune Thaïlandaise va repartir dans son pays. Elle veut reprendre les études qu'elle avait arrêtées après son viol. Les mots de la victime sont symptomatiques de ce procès. Selon ses avocats, après le verdict, elle a dit 10 ans c'était trop, 7 ans c'est bien. Les jurés ont longuement délibéré pour trouver ce compromis, pour trouver une peine équitable dans un procès présenté comme exemplaire. Et une nouvelle affaire de pédophilie qui concerne un homme d'église. Un prêtre du diocèse de Bordeaux a été écroué hier pour agression sexuelle sur mineur. L'abbé Gérard Mercury est un récidiviste. Il avait déjà été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Caroline Pham. La nouvelle est tombée ce matin dans les colonnes du journal Sud-Ouest. L'abbé Gérard Mercury est en prison depuis hier. Des rumeurs avaient circulé et puis dimanche, les événements ont pris une autre tournure. Un jeune homme de 18 ans s'est confié au père Rouet. Donc je me suis rendu directement dans cette famille pour rencontrer les parents et le jeune qui était présent.
Et donc, dans la conversation que nous avons eue, je les ai donc incités à parler. Et donc à dire ce qui s'était passé aux autorités judiciaires. Interpellé mardi, le prêtre âgé de 50 ans a été mis en examen pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans par personne ayant autorité. Les faits se seraient déroulés entre 1994 et 1999. La gendarmerie de Léognan aurait enregistré 5 autres plaintes. Du côté de l'archevêché, la vigilance était de rigueur. On savait que l'abbé Mercury avait déjà été condamné dans le Var pour des faits similaires. À plusieurs reprises, et en tout cas dans ces derniers temps, il avait reçu des avertissements, y compris des avertissements par écrit pour effectivement lui rappeler la précarité de sa situation et de son comportement. 18 mois de prison avec sursis dans le Var au début des années 90. 10 ans plus tard, des soupçons pèsent encore sur l'abbé Mercury. Dans le diocèse de Bordeaux, il avait reçu une mise en garde, ne pas fréquenter des enfants et des adolescents. Dans la catastrophe du tunnel du Mont Blanc, un an après la première mise en examen qui concernait exclusivement le chauffeur du poids lourd à l'origine du drame, les magistrats se tournent désormais vers les responsables chargés de la gestion du tunnel. Le juge d'instruction vient d'ordonner la mise en examen du régulateur du tunnel, une information que nous rapportent nos correspondants Benoît Gadret et Thierry Simonet. Le juge d'instruction Franck Guédon vient donc par courrier de mettre en examen le régulateur du tunnel pour homicide involontaire. Le magistrat devrait dans quelques jours entendre cet employé, aujourd'hui retraité. Le régulateur est l'agent qui surveille le trafic devant les écrans de contrôle. C'est lui qui, en cas d'accident, a la maîtrise des opérations. Or, au vu des éléments recueillis par les policiers et experts, le juge d'instruction estime que le régulateur a mal géré la crise. Il semble par ailleurs qu'un certain laisser-aller prévalait au sein de l'équipe chargée de la surveillance. Les opacimètres qui détectent les fumées dans le tunnel auraient ainsi été modifiés pour les rendre moins sensibles, car ils se déclenchaient régulièrement en raison de la pollution émise par les camions. De même, les images de l'incendie auraient dû être enregistrées par le réseau de vidéosurveillance. Sur la cassette saisie au lendemain de la catastrophe, les enquêteurs ont découvert des images vieilles de plus d'1 an. Après le chauffeur belge et le régulateur, le juge d'instruction devrait maintenant s'intéresser aux responsables de la société du tunnel. Ce sont eux qui avaient la charge de moderniser l'ouvrage, d'adapter le tunnel à la hausse du trafic, ce qui est, semble-t-il, loin d'être le cas. Un seul exemple, le système informatique affecté à la sécurité dans le tunnel était totalement dépassé. Celui du péage, des rentrées d'argent, était ultramoderne. En Italie, après les terribles intempéries du week-end dernier, l'état d'alerte dans le nord du pays est maintenu jusqu'à dimanche. La montée du niveau du fleuve, le Pô, semble stabilisée, mais c'est la solidité des digues qui pourrait poser problème. Le long du cours d'eau, des volontaires encadrés par des pompiers et des militaires renforcent les digues pour protéger les habitations des alentours. Au total, un peu plus de la moitié des 40 000 personnes qui ont été évacuées depuis le début des inondations n'ont toujours pas pu regagner leur maison. Pardon. Dans la vallée d'Aoste, qui a payé le plus lourd tribut, des équipes françaises sont à pied d'œuvre depuis le début de la semaine. Elles ont été renforcées aujourd'hui par l'arrivée d'une centaine de militaires de l'armée de terre, avec pour mission aider à la reconstruction. Reportage Joël Bruandé, Guillaume Fautra. Au cœur de ce village, il n'y a plus une seule route. Rien que de la terre et des tonnes de pierres. Ces militaires français font partie du génie. Ils sont là pour reconstruire les routes coupées. Mais pour l'instant, ils n'ont même pas accès à la zone la plus touchée. On est en train de réaliser une petite plateforme pour qu'ils puissent garer correctement tous leurs véhicules, qu'on puisse avoir un accès libre avec tous nos engins en fait. À quelques kilomètres de là, les rues de Pollen sont presque désertes. Les habitants du village ne sont pas encore revenus des obsèques d'une des victimes de la catastrophe. Ici ou là, les militaires de la sécurité civile n'en finissent pas d'évacuer la boue. Dans ce salon, elle atteignait 1 mètre d'épaisseur. Ça fait combien de temps que vous êtes là, ici, dans cette pièce? 2 jours. Et il vous en faudra combien pour la nettoyer complètement? 3 ou 4, je pense. Et pour tout le village? Je sais pas, je pourrais pas vous dire, il y a de sacrés dégâts, quoi. Il faudra en fait plusieurs mois aux Italiens pour redonner un aspect normal au Val d'Aoste. Les Français, eux, sont là pour au moins 3 semaines.
Cette présence, c'est le résultat d'un échange de bons procédés. Les Français viennent à deux titres en fait. D'abord au titre de secours, ce qui est déjà pas mal, et surtout à titre de réciprocité. Le gouvernement italien a fait la demande au gouvernement français, aux affaires étrangères, pour qu'on vienne les aider. Donc le gouvernement français, non seulement à titre de solidarité, mais au titre de réciprocité, puisque les Italiens sont venus nous aider, nous, au cours de la tempête de l'année dernière. Allez, les sacs, tous les sacs musettes avant. En fin d'après-midi, 20 militaires sont partis en renfort dans un village encore isolé. Dans le Val d'Aoste, une dizaine de communes ne sont encore accessibles que par hélicoptère. Au Proche-Orient, brutale accélération ces dernières heures avec ce regain de violence dans les territoires qui suscite les plus vives inquiétudes. 9 Palestiniens ont été tués, 200 autres blessés aujourd'hui lors d'affrontements à Naplouse et à Ramallah, et ce au terme du délai décidé lors du sommet de Sharm el-Sheikh. Claude Sampère. La Cisjordanie a connu aujourd'hui une des journées les plus terribles depuis le début des affrontements. 3 jours après l'accord de cessez-le-feu à Sharm el-Sheikh, les villes de Naplouse et Ramallah ont vécu une journée noire. Cet après-midi, toutes les heures, de nouveaux décès, des jeunes Palestiniens tués par balles. Parmi les victimes, 2 enfants de 13 et 14 ans. Selon le dernier bilan, il y aurait 8 ou 9 morts et plus de 200 blessés. Hier déjà, près de Naplouse, on semblait très loin des accords de Sharm el-Sheikh. Tout au long de l'après-midi, des Palestiniens avaient tiré sur un groupe de colons retranchés au sommet d'une colline. L'armée israélienne n'est intervenue qu'en fin de journée, dans la nuit, et comme à chaque fois, les deux parties se renvoient la responsabilité sur le déclenchement des événements. Voici le point de vue israélien. Il n'y a eu aucune tentative de l'autorité palestinienne pour arrêter ces tirs contre des promeneurs innocents. Voici la version palestinienne. Chaque événement commence par des tirs de colons qui tuent des Palestiniens. Alors notre peuple se défend et ensuite, comme à Naplouse, ils envoient des hélicoptères. Ça n'a aucun sens. Ce matin, le Premier ministre israélien Ehud Barak s'est rendu dans le quartier de Gilo, touché par des tirs provenant d'un village arabe. Il a réaffirmé qu'il était prêt à former un gouvernement d'union nationale. Les habitants tenus à l'écart réclament, eux, des mesures urgentes. Nous sommes venus pour demander que le gouvernement prenne les choses en main et nous ramène la sécurité ici. On veut la paix, on veut la paix, on veut la paix. Ce qu'on nous obtient en ce moment, ce n'est pas la paix. En fin d'après-midi et en début de soirée, les affrontements se poursuivaient dans toute la Cisjordanie, notamment autour des villes de Naplouse et Ramallah. Des tirs à balles réelles de part et d'autre, extrêmement violents. En direct de Jérusalem, Charles Anderlin, le gouvernement d'Ehud Barak a annoncé il y a un peu plus d'une heure qu'Israël ferait une pause dans le processus de paix. Un mot lourd de sens et sans doute de conséquences. Oui, en effet, quels que soient les termes employés, une chose est sûre, le processus de paix tel que nous le connaissons depuis les accords d'Oslo en 1993, ce processus de paix est mort, n'existe plus. Dans l'avenir, il y aura peut-être d'autres négociations avec les Palestiniens. En tout cas, voici la situation à l'heure actuelle. Quant aux accords de Sharm el-Sheikh, ils ont vécu ce que vivent les accords au Proche-Orient ces temps-ci, c'est-à-dire l'espace de 3 soirées à peine. Et il faut comprendre également, M. Barak, dans moins de 10 jours, la Knesset, le Parlement israélien, va se réunir. Il n'a plus de majorité, il doit former un cabinet absolument, autrement il sera renversé, il faudra aller à des élections qui déjà tous les sondages prédisent qu'il les perdra face à n'importe quel adversaire, que ce soit M. Netanyahu ou M. Sharon. M. Barak, dans les jours qui viennent, va former son cabinet d'urgence nationale avec Ariel Sharon, le chef de la droite nationaliste. Et Charles, ces réactions du côté palestinien qui nous arrivent à l'instant, la position d'Israël est inacceptable, disent les Palestiniens, et Yasser Arafat se déclare prêt à faire face aux menaces d'Israël. Le ton monte et sur le terrain également la situation se détériore. Cela au moment où se réunit au Caire un sommet arabe très important. Les Israéliens, mais aussi Bill Clinton, espèrent que le président Moubarak, qui ne veut pas d'une détérioration de la situation au plan régional, ils espèrent que M. Moubarak parviendra à faire adopter des résolutions modérées lors de ce sommet qui commence demain. Merci Charles Anderlin. La suite du voyage en Corée du Sud de Jacques Chirac à Séoul, le président de la République a précisé la position de la France face à la Corée du Nord, considérant que dans l'immédiat, il n'y aurait pas de relations diplomatiques avec ce pays qui reste une dictature indiscutable selon le chef de l'État. Philippe Rochaud, Tristan Lebras.
L'Europe donnant la main à la jeunesse d'Asie. C'est le geste qu'a voulu la Corée du Sud pour un sommet dominé par le rapprochement entre les deux Corées. Jacques Chirac s'est félicité de l'ouverture de la Corée du Nord avec laquelle Berlin et Londres renouent des relations diplomatiques. La France pourra faire de même si la Corée du Nord ouvre son dossier nucléaire. À partir du moment où on les avait rompues, ces relations, pour les reprendre, il faut qu'il y ait tout de même un minimum de gestes. Sur les deux sujets qui préoccupent la communauté internationale, s'agissant de la Corée du Nord, c'est-à-dire la non-prolifération et les droits de l'homme. Paul Calais, ancien combattant de la guerre de Corée, accompagne Jacques Chirac dans ce voyage et revient pour la première fois dans cette zone, aujourd'hui démilitarisée entre les deux Corées, où plus d'1 million d'hommes sont tombés de 1950 à 1953. Soldats de la Corée du Sud, soutenus par l'armée américaine, et soldats de la Corée du Nord, au régime communiste très dur, se font toujours face. Je sais que derrière ce bâtiment, les gens meurent de faim, et que de ce côté-ci, ils vivent correctement. Le rapprochement entre les deux Corées ne se fait guère sentir ici. Les gesticulations des soldats nord-coréens continuent. Le scénario se répète depuis longtemps, et avec la même rigueur, le même rituel. Je ne sais pas si c'est toujours avec la même conviction, ça je ne peux pas le mesurer moi-même. On parle aussi d'un retrait possible des forces américaines présentes en Corée du Sud avec 37 000 hommes, mais les boys sont toujours là. Bien sûr, on accueille avec plaisir les signes de paix, mais on souhaite des actes de paix plutôt que des paroles. Un geste concret sera peut-être la visite de Bill Clinton en Corée du Nord le mois prochain. Mais dans les villages aux abords de la ligne de partage entre les deux Corées, le couvre-feu reste en vigueur. En Algérie, nouveau massacre à l'ouest d'Alger. 12 personnes d'une même famille, parmi lesquelles des femmes et des enfants, ont été tuées sauvagement par un groupe armé islamiste. Le début des opérations dans la mer de Barents avec l'envoi d'un mini-sous-marin explorant le site de l'épave du Kursk. Première phase qui devrait permettre aux plongeurs, dans les jours qui viennent, de procéder à une tentative pour récupérer les corps des 118 membres d'équipage. Pour l'instant, les équipes se sont intéressées aux échantillons d'eau pour s'assurer qu'il n'y avait aucun signe de fuite radioactive à bord de ce sous-marin nucléaire. Dans l'enquête concernant l'attentat contre le DC-10 d'UTA qui avait fait, je vous le rappelle, 170 morts en 89 au Niger, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris considère que le colonel Kadhafi pourrait être poursuivi. Cette décision judiciaire suscite une certaine prudence du Quai d'Orsay. Dominique Verdaillan. Kadhafi doit être jugé, c'est le sentiment des victimes, mais aussi celui de la justice. Pas d'immunité, disent les magistrats, lorsqu'il s'agit d'actes de terrorisme. Ici, l'attentat perpétré en 89 contre un DC-10 d'UTA. Participer à un attentat qui tue 170 personnes, ça n'est pas effectivement l'attribut normal de la fonction présidentielle et ça permet les poursuites. Donc je trouve que c'est une décision qui dépasse le cas des victimes du DC-10 d'UTA. L'avocat du colonel Kadhafi s'étonne. L'affaire a déjà été instruite, jugée. 6 Libyens ont été condamnés par contumace. Alors pourquoi cette plainte contre le dirigeant libyen? C'est quand même une plainte assez singulière de voir qu'après la fin de l'information, après jugement de l'affaire par la cour d'assises, eh bien, on se réveille et on dit, bah, tiens, maintenant, on va réouvrir l'affaire, on va prolonger en quelque sorte artificiellement cette affaire. 3 heures après la décision des juges, le Quai d'Orsay réagit. Côté diplomatie, la France souhaite poursuivre son rapprochement avec Tripoli. Le message est clair, sans ambiguïté. Il y a 2 mois, Charles Jocelyn s'était rendu à Tripoli pour remercier les autorités libyennes de leur contribution à la libération des otages français de Jolo. Côté justice, il en est autrement. Le juge Bruguière peut lancer à l'encontre du colonel Kadhafi un mandat d'arrêt international. Dominique Strauss-Kahn maintient ses affirmations, contrairement à ce qui aurait été dit selon Le Figaro par l'avocat Alain Bello, juge chargé de l'affaire. L'ancien ministre de l'économie réaffirme n'avoir jamais visionné la fameuse cassette de Jean-Claude Méry. Le point sur cette affaire et ses zones d'ombre, Olivier Caroff. Dominique Strauss-Kahn a-t-il vraiment tout dit au juge? Entendu une première fois lors d'une perquisition, il assurait n'avoir jamais regardé la fameuse vidéo. Il l'aurait laissée dans un tiroir, depuis, elle serait perdue. Problème, celui qui lui a donné la cassette n'a pas du tout le même souvenir. Après 48 heures de garde à vue, Alain Bello aurait révélé au juge une conversation qu'il a eue avec Dominique Strauss-Kahn.
Ce matin, du côté de Maître Belot, on ne démentait pas cette information publiée par le Figaro. Alain Belot aurait demandé à l'ancien ministre s'il avait vu les aveux filmés de Jean-Claude Méry. DSK aurait répondu qu'il l'avait donné à d'autres personnes. Il y aurait donc bien eu un visionnage et même une analyse. DSK aurait conclu rien de neuf dans la cassette. Dominique Strauss-Kahn, lui, maintient sa version. Il s'agit de déclarations que M. Belot a déjà formulées il y a une quinzaine de jours devant les juges et auxquelles M. Strauss-Kahn a déjà répondu. Autre pièce exploitée par la justice, l'agenda d'Arnaud Hamelin, celui qui a filmé puis diffusé la vidéo. Il a noté plusieurs rendez-vous dans ses carnets. D'abord avec DSK en janvier 96, mais les deux hommes nient s'être rencontrés. Un deuxième rendez-vous figure en décembre 98 à Bercy au cabinet du ministre. Un autre nom revient à 2 reprises dans cet agenda, Karl Lagerfeld. Le couturier était aussi un client de Maître Belot. Grâce à cet avocat, il a obtenu un arrangement avec le fisc lorsque Dominique Strauss-Kahn dirigeait le ministère de l'économie et des finances. Autant de coïncidences sur lesquelles Karl Lagerfeld pourrait avoir à s'expliquer très prochainement devant un policier ou un juge d'instruction. À Chambéry, première sortie publique pour la nouvelle ministre de la Justice. Marie-Lise Lebranchu était présente à cette première journée du congrès syndical des magistrats. Des magistrats qui ont exprimé leurs très vives inquiétudes concernant l'application à partir du 1er janvier prochain de la loi concernant la présomption d'innocence. L'USM estimant qu'elle sera difficilement applicable, faute de moyens nécessaires. La garde des Sceaux, placée immédiatement dans le bain, a précisé qu'elle était consciente des difficultés, mais que néanmoins, il faudrait appliquer cette loi. Hier soir, Lionel Jospin à la télévision est bien sûr revenu sur le récent remaniement de son gouvernement. Le Premier ministre s'est expliqué sur les différents dossiers de la rentrée, une rentrée difficile, pour un exercice de communication où il fut question de mea culpa. Arnaud Moutet. Ces images, Lionel Jospin désire sans doute les oublier, conscient que sa chute de popularité vient en partie d'une mauvaise gestion du conflit sur le prix des carburants. Le gouvernement n'ira pas plus loin. Hier, le Premier ministre voulait tirer les leçons de la grogne de la rentrée. On est obligé maintenant d'être à l'écoute. On ne peut pas être bloqué. Et donc, j'ai décidé qu'au bout de ces 3 ans et demi, c'était cette qualité d'écoute sur laquelle on m'avait interrogé au moment de la flambée, notamment des prix de l'essence. Et j'en ai tiré quelques leçons. Et puis, il y a les félicitations. Pour Lionel Jospin, les talents sont nombreux au sein du gouvernement. Conséquence, la règle du non-cumul maire-ministre devrait être assouplie en 2001. Les doctrines sont faites pour ne pas être dogmatiquement appliquées. Lionel Jospin refuse d'évoquer sa candidature à l'Élysée, mais il commet ce petit lapsus concernant Élisabeth Guigou. Élisabeth Guigou a dit que si elle devait être élue à Matignon, lapsus qui n'est pas révélateur, à Avignon, ou qui est peut-être révélateur, je n'en sais rien. Et dans ce concert de louanges, Lionel Jospin cite le prénom de ses amis susceptibles de devenir eux aussi Premier ministre en 2002. Martine, mais Elisabeth, ou pourquoi pas Laurent, Dominique peut-être, un jour. Le message d'hier soir était donc clair. Un bon bilan, une bonne équipe, 45 minutes sans faire la moindre annonce. Lionel Jospin voulait avant tout corriger son image et afficher son style. Et donc apparemment Lionel Jospin a surtout privilégié le style, la forme plutôt que le fond, Gérard Leclerc. Écoutez, pour être clair, le Premier ministre n'avait pas grand-chose à annoncer, pas de décision majeure, pas de grand projet, mais il avait une image à restaurer après les déboires de la rentrée. Alors il l'a fait en jouant sur plusieurs registres, celui de l'humilité. J'ai été raide dans l'affaire des routiers, on l'a entendu, a-t-il confessé, les Français m'ont sanctionné, ça m'a touché, mais j'en ai tiré les leçons. Et puis le registre de l'affectivité, Lionel Jospin aime bien Dominique Strauss-Kahn, même s'il a commis une bêtise. Surtout, il vante les mérites de ses amis, les ministres, qu'il appelle, on l'a entendu, par leur prénom, un peu comme dans un film de Claude Sautet. Registre enfin de la personnalisation, avec le recours constant au jeu, au moi-je. La première personne a été utilisée plus d'une centaine de fois. C'est une façon d'assumer ses succès et ses erreurs, et également d'affirmer son autorité, une autorité qu'il ne veut pas confondre avec de l'autoritarisme, du dogmatisme. Pour preuve, le Premier ministre est prêt à assouplir la règle de non-cumul entre maire et ministre, de même qu'il est prêt à agréer la convention rénovée de l'assurance au chômage qu'il rejetait auparavant. Alors au total, c'est un bel exercice de communication, de marketing, diront même certains, qui permet au Premier ministre de parfaire son image de présidentiel, même s'il assure qu'il n'y pense pas, mais qui prête également le flanc aux accusations d'immobilisme, de vacuité politique. Par exemple, l'Europe n'a pas été évoquée une fois, accusation lancée par l'opposition, mais relayée aussi par les communistes et les Verts. Merci Gérard Leclerc.
À Marseille, une voiture piégée avec à son bord 60 kg d'explosifs a été découverte cet après-midi dans le centre de la ville. Selon un interlocuteur anonyme, il s'agissait d'un avertissement à Lionel Jospin. Stéphane Bretner, Michael Darmon. Le système de mise à feu était déjà en route. À l'intérieur de cette 306 blanche, 70 kg d'explosifs. Un mélange nitrate-fuel réparti dans 4 jerrycans. Prête à exploser à 18 h, la voiture était garée près d'un commissariat du 5e arrondissement de Marseille. C'est un coup de fil anonyme à un journaliste de Libération qui a alerté les policiers vers 16 h. L'interlocuteur a expliqué qu'il s'agissait d'un avertissement au Premier ministre pour que soient appliqués les accords de Matignon conclus l'été dernier. Cet attentat raté s'inscrit dans le débat tendu autour de l'application de ces accords. Au début du mois, Jean-Guy Talamoni, chef de file des nationalistes, avait réclamé le regroupement des prisonniers corses dans l'île de Beauté. Il y a 3 semaines, le FLNC publiait un communiqué dénonçant les divergences au sein du gouvernement sur ces accords. Ce soir, les policiers étudient toutes les pistes au lendemain de l'intervention télévisée de Lionel Jospin et à 3 semaines de la visite du ministre de l'Intérieur en Corse. Manifestation dans différentes grandes villes d'agriculteurs retraités, 2000 à Lyon, autant à Rennes, plus d'1 millier à Avignon et à Nancy, pour demander la création d'une retraite complémentaire obligatoire, une journée d'action nationale pour tenter d'obtenir le relèvement des pensions minimales à hauteur de 75% du SMIC. Perturbations Air France, notamment sur les vols intérieurs, en raison du mouvement de grève lancé par 4 syndicats de pilotes et de mécaniciens sur la question des 35 heures. Alors, mauvaise surprise pour les passagers des vols Paris-Toulouse, dont la moitié a été annulée. Perturbations également sur les lignes Paris-Marseille, Paris-Bordeaux, Paris-Lyon. Au total, une centaine de vols annulés. Même configuration demain, selon la direction. Vous vous souvenez sans doute de cette prouesse médicale et de cet homme, un néo-zélandais sur lequel on avait greffé les mains d'un autre, une première mondiale en 98, qui techniquement semble avoir réussi, reste aujourd'hui la décision du patient qui souhaite être amputé. Benoît Thévenet. Devant les photographes, l'an dernier, Clint Hallam avait montré ce qu'il était capable de faire de sa main greffée quelques mois auparavant. Mais depuis cet été, le néo-zélandais a perdu le sourire. Il dit avoir réalisé que cette main ne serait jamais vraiment la sienne et explique que les traitements anti-rejet sont difficiles à supporter. Le professeur du Bernard, auteur de la greffe, estime pour sa part que son patient est en bonne santé. Le résultat de ce bilan montrait que sa vie n'était pas menacée, qu'il était en bon état général. Deuxièmement, qu'il présentait des signes de rejet modérés, nous étions le 7 août, et que son traitement n'était pas pris, il l'a dit d'ailleurs au Times, et nous avons pu le confirmer par des examens biologiques. Clint Hallam, qui a toujours été considéré comme un personnage instable, demande même aujourd'hui à ce qu'on l'ampute à nouveau. Un retournement de situation qui n'étonne pas vraiment les spécialistes. On a tous pensé que l'indication n'était pas parfaite, que ce patient psychologiquement instable, qui sortait de prison, qui avait été amputé plusieurs années auparavant, je crois 7 ou 8 ans auparavant, qui avait un âge un petit peu avancé pour une intervention aussi sophistiquée, un âge où on sait que la chirurgie nerveuse ne marche pas très bien, où les réparations, même dans le cadre de réparation d'un bras abîmé, on a déjà des résultats qui ne sont pas très bons sur un patient comme ça. Alors la greffe d'un organe d'un autre patient, on avait des doutes sur le devenir. Pour autant, le changement d'attitude de Clint Hallam ne doit pas remettre en cause ce type de greffe. Mais le professeur du Bernard se serait bien passé de ce nouvel épisode à quelques mois des municipales où il sera candidat à Lyon. Musique avec le nouvel album de cet artiste incomparable. Il s'agit de Mark Knopfler, chanteur, guitariste et compositeur du célèbre groupe les Dire Straits. Olivier Lenuzza, Gilbert Rusan. Depuis toujours, il compose des musiques qui sont autant d'invitations au voyage. Mark Knopfler est un vieux loup de mer qui hisse les voiles destination les États-Unis. Sailing to Philadelphia, le titre du dernier album concocté par le grand Manitou du groupe aujourd'hui dissous, Dire Straits. Les gens continuent toujours de me parler de Dire Straits. C'est comme ça. Ça fait partie de ma vie, c'est mon lot.
Le lot d'un gamin né à Glasgow qui reçoit un jour en cadeau une guitare. En 1977, l'apprenti rocker fonde le groupe Dire Straits, littéralement sale période, période pourtant faste pour Mark Knopfler. Un artiste devenu par la grâce d'une chanson, le sultan du swing. L'écriture des chansons, c'est la chose la plus importante. Peu importe la virtuosité de votre jeu de guitare. Parfois j'ai rencontré des difficultés, mais j'ai dépassé ça en jouant plus lentement. Ces chansons évoquent des aventuriers, des terres inconnues. Oubliez les 105 millions d'albums vendus avec Dire Straits, l'ancien étudiant en littérature anglaise est un romantique qui parcourt le monde en solitaire. Ainsi se termine ce journal. Je vous rappelle les deux principaux titres. Révélation troublante dans l'affaire de la vache folle. 0,3% de farines animales seraient tolérées dans l'alimentation destinée aux bovins, malgré l'interdiction depuis 10 ans des farines animales. Au Proche-Orient, Israël décide d'une pause dans le processus de paix après les affrontements qui se sont produits dans le territoire. Yasser Arafat juge la position d'Israël inacceptable. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice, 20h50 PJ, votre série policière, 0h30 le dernier journal, Jean-Claude Renaud. Demain 7h dans Thé au Café, Catherine Sellac reçoit Christian Tortu. Quant à moi, je vous retrouverai dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.